La fusion économique entre l'économie formelle et l'économie informelle, rassembler tous les ouvriers et tous ceux qui travaillent d'une manière uniforme et individuelle, de manière à être sous le parrainage de l'État, rien que pour leur donner davantage de privilèges en matière de législation flexible pour les protéger, en matière de fonds, de financement, en matière de commercialisation, de création de différents marchés, en matière de transformation numérique, en matière de tous les éléments ou concernant tous les éléments susceptibles de leur faire réussir leur projet. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Maï El-Batran, experte en stratégie de l'avenir. En quoi consiste la stratégie de l'avenir? Dr Maï El-Batran, bonsoir et bienvenue avec nous. C'est toujours un plaisir, madame. Merci. Tout d'abord, votre spécialité, votre domaine, c'est vrai que vous avez une formation de pharmacologie, mais il faut dire tout ce qui est pharmaceutique. Donc, ça aussi nécessite une stratégie. Aujourd'hui, vous êtes experte en matière de stratégie de l'avenir. En quoi consiste la stratégie de l'avenir? Les stratégies de l'avenir, ça consiste de toutes les stratégies qui ont une relation à la future, et spécialement ceux de la technologie et l'intégration de la technologie avec les domaines différents de l'économie dans lequel, qui consiste le marché économique, ou qui consiste ce qui puisse faire des opportunités pour la future. Alors j'ai été, comme vous savez, la présidente de la première comité d'information et de communication dans le Parlement égyptien. J'étais comme femme 5e dans l'histoire de l'Égypte. Alors toujours, et ça c'était pourquoi? Parce qu'on regardait à la future. La technologie et l'intégration, on a fait beaucoup de sessions qui étaient l'intégration dans la technologie et l'agriculture, technologie et l'enseignement, l'éducation, technologie et la santé. Et maintenant, comme vous savez, le système de la santé nationale, c'est une intégration technologique au début et puis de la santé. Alors comment on peut faire ou donner un service de santé amélioré? Alors, en utilisant les puissances technologiques, l'infrastructure digitale, pour qu'on puisse avoir les datas, les informations de tout le monde, des maladies, comment donner le meilleur produit avec le meilleur prix, et où sont où sont les problèmes dans le système et comment on puisse adresser ce problème pour avoir un avenir de santé, un avenir de progression économique, un avenir d'opportunités pour les petits ou les jeunes membres de la société. C'est toujours en, comment dire, voir où nous sommes aujourd'hui et où on veut aller. C'est là où on fait un trajet pour les jeunes pour avoir une stabilité humaine, une sécurité humaine, et pour qu'ils puissent aussi avoir le droit de travail. Si on ne fait pas les étapes maintenant pour eux, on ne peut pas leur fournir leurs droits comme État pour pouvoir travailler, selon formellement ou informellement. Très bien. Donc, l'État procède à cette fusion entre les deux économies. Quels sont les outils de l'État susceptibles de rendre cette fusion possible et réussie au maximum? Je veux commencer par dire que l'économie formelle, c'est l'économie qu'on a légale, l'économie qu'on a structurée. Alors, dans le totalement de cette économie, ils payent le taxe, ils payent leurs droits pour l'État, ils ont leurs membres de l'économie, ils sont tous des membres formels du travail de l'État. Alors l'économie informelle, c'est une économie sizable qui a
une dimension qui n'est pas petite. Et selon le rapport du World Bank, du Banque mondiale, les perspectives mondiales de 2021, il a dit que ce rapport-là, que l'Égypte, le produit informel de son économie est un tiers de produit total brut du pays. Alors, si le total de notre économie, c'est 6 billions de dollars, alors l'économie informelle, c'est 4,5. Alors, c'est une économie de dimension formidable quand on parle d'un tiers. Et aussi, il y a quelque chose qu'on doit vérifier aussi, qu'on doit regarder, c'est le nombre de membres de l'économie informelle, c'est 70% de tout le nombre qui travaillent dans le système économique égyptien. Alors c'est 33 ou 40% du total, mais ils travaillent dans ce 40%, 70% du total de membres. Alors c'est pourquoi l'intégration, ça doit être très careful, très bien dirigé, très bien divisé. Alors, et ça selon plusieurs étapes. Maintenant, l'État tente de rassembler tous ceux qui travaillent dans l'économie informelle de manière à leur faire profiter des privilèges que l'État pourrait leur accorder. Mais comme vous l'avez mentionné, ils ont quand même leur projet auquel ils tiennent. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer ce processus? Est-ce tout simplement un processus de protection, de parrainage, ou est-ce qu'on doit tous les rassembler sous la tutelle de l'État de manière à éliminer l'économie informelle? Quand j'ai dit, madame, on ne peut pas éliminer l'économie informelle. Il y a des exemples dans l'Europe. Le Danemark, ils avaient un tiers de son économie informelle. Et maintenant, elle a subsidé jusqu'à 18%. Alors, on peut jamais, dans les États-Unis, dans la Russie, dans la Chine, il y a toujours, n'importe quelle économie du monde, il y a une partie informelle. Et c'est une partie. Oui, il y a une partie noire dans l'informalité. Il y a une partie qui font des trafics de drogue, des êtres humains, de n'importe quelque chose qui sont noirs ou sont illégales. Mais il y a l'économie informelle, des gens qui font les jus dans les rues, qui font les petits trucs dans les paysannes qui font les petits trucs, qui font la fromage et qui font toutes ces choses-là. Alors, il y a une grande variété d'économies informelles et on ne peut jamais totalement l'éliminer. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, comment éliminer? On élimine par plusieurs programmes de, comment dire, de accentuer les efforts pour stimuler l'économie. On stimule comment? On stimule premièrement par la formation des membres dans cette économie. Deuxièmement, on fait aussi des soutiens techniques et logistiques. On fait aussi le support dans l'export, ouvert des nouveaux marchés. Alors, et finalement, aussi, on fait beaucoup de microfinances. On pousse les gens d'avoir des microfinances qui est garanties par l'État pour qu'ils puissent agrandir leur compagnie. Alors ça, c'est 4 choses qui sont très importantes. Et puis après aussi, c'est très important aussi de l'accentuation dans les efforts de numérisation. Alors, les efforts de numérisation, ils sont très importants pour aussi attirer des gens de l'informalité vers la formalité économique. Et puis, finalement, il y a aussi les efforts législatifs. Oui, l'amendement des lois, le financement des petits et moyens projets et des petites et moyennes entreprises. Quand on parle de financement, là, c'est un problème. Je veux parler des femmes qui se trouvent dans les sociétés rurales, qui ont des projets très primitifs chez eux,
chez elles, pardon, et finalement, elles n'ont pas d'accès aux banques, elles ne peuvent pas avoir des prêts dans les banques, elles n'ont pas de compte en banque. Comment faire parvenir les institutions financières auprès de ces gens ou de faire en sorte que ces gens puissent parvenir aux institutions financières de manière à ce que leurs projets soient financés? Alors ça, l'État, avec les NGOs, les organisations non gouvernementales et civiles, ils ont créé un nouveau système par lequel le Banque centrale, il garantit les lois grandes pour des banques rurales, comme le Banque agricole, comme le Banque de Nasser, de Nasser social, et aussi dans les grands NGO et dans les grandes organisations civiles. Il y a aussi une nouvelle loi par laquelle les organisations ils peuvent donner des micro-lois, et ces micro-lois-là, ils sont donnés aux femmes et aux gens ruraux, des paysans, dans les limites de, je crois, 50 000 livres. Ça commence par 3 000 et 5 000 et le revenu. Alors, tout ça, c'est une façon d'injecter l'argent, d'injecter le cash, d'injecter les livres dans les communautés de paysans pour améliorer, pour stimuler le marché rural et pour aussi attirer le non formel à l'économie formelle. Un autre problème concerne la commercialisation. Il y a des projets qui se tiennent, une bonne production, mais comment les commercialiser, comment les faire parvenir au marché? Il y a des intermédiaires qui prennent beaucoup d'argent, qui font que le profit est très minime. Parce qu'en faisant parvenir les produits aux consommateurs, finalement, le producteur perd beaucoup. Donc, est-ce que ce problème d'intermédiaire a été réglé par des applications sur mobile ou autres? C'est une très bonne question aussi, madame. La transformation numérique dans laquelle le pays maintenant pousse pour établir, c'est très important. Donc, pour donner les lois, il y a les cartes numériques, les cartes digitales qui tirent les paysans et qui tirent les gens de l'informel à formel. Et alors, de la même façon, la transformation numérique et l'inclusion financière, et aussi il y a la numérisation, comme vous avez dit maintenant. J'utilise des mots un peu différents, des mots plus structurés. Je veux mettre toutes les choses sur dans le trajet c'est une question de numérisation. Nous sommes maintenant dans le trajet du futur pour donner les chances aux gens pour travailler, pour leur donner le droit de travail. On utilise les institutions de l'État avec la transformation numérique qui améliore les qualités du service financier et, comme vous avez dit, de marketing, de mettre les produits sur le Facebook pour l'Égypte, entre gouvernorats ou pour le monde, aussi de mettre les liaisons entre le ministère de National Solidarity, de solidarité pour aussi aider avec les exhibitions, les marchés grands et toutes ces choses-là. Alors c'est un produit, c'est un effort intégré. C'est un effort intégré. Il y a la valoir, la puissance de l'État, il y a la numérisation et il y a l'intégration entre les variations instituts gouvernementales. C'est clair que même dans les régions les plus marginalisées, tout le monde a le portable en main. Mais est-ce qu'ils ont de plus en plus un accès facile au réseau web, à l'Internet, au paiement en ligne, à l'économie en plastique, si on peut le dire, plastic banking Et ça, c'est une économie formelle aussi. Mais ça, c'est la première étape de l'économie formelle. Alors, vous savez maintenant qu'il y a un très grand projet du gouvernement, de l'État égyptien, Haya Karima. Ce produit-là, il consiste d'améliorer
la situation sociale, économique et d'infrastructure de plus que 4200 villages égyptiens. Et une partie de ce produit-là, de ce projet-là, il y a la partie d'information et de numérisation. Il y a la carte du paysan, et c'est une étape aussi d'attirer les paysans sur cette carte-là pour des services des services agricoles dans lesquels il y a une partie de services de micro-lois agricoles et micro-lois des produits agricoles. Alors ça, c'est la section informelle. Et il y a aussi une partie de paiement. Et il y a, je crois, 800 machines de ATM qui ont été établies dans ce projet-là, ils seront être établis dans le 6 mois qui vient. Alors, ce sont 4000 villages, mais ils sont 800 machines. Mais il y a les ATM, alors on renforce la présence de la banking, la carte bancale. Et justement, il y a un terme, plastic banking. Maintenant, de plus en plus, on ne veut plus recourir aux espèces, aux billets. Mais, alors, la partie qui est vraiment très... qui n'est pas très apparente, qui n'apparaît pas beaucoup dans ce produit de Haya Karima, dans ce projet de Haya Karima, qu'il y a une partie de numérisation grande. Il y a une très grande partie. Vous avez dit aussi maintenant, alors maintenant les gens, les paysans, les gens qui vivent au-delà de la capitale, ils ont plus un réseau à l'Internet. Alors moi, il y a maintenant, je vais prendre cette chance-là de dire qu'on doit aussi renforcer les produits d'Internet, les produits commerciaux d'Internet. Alors pour moi, il y a un produit commercial d'exécutifs qui utilisent les téléphones de n'importe quelle compagnie. Maintenant, il doit avoir ces produits d'Internet paysanal. Alors moi, je suis un paysan, moi je suis une femme une femme rurale. J'ai besoin de produits d'Internet pour faire un peu de relations bancaires, un peu de relations de marketing. Alors, et ça doit être ne pas dépasser un nombre. Alors, 50 livres par mois, 100 livres par mois. Alors maintenant, les banques centrales, avec les banques agricoles, avec toutes les compagnies de communication et de télécommunication, ils doivent produire des produits alors qui aident comment dire, pas à l'intégration dans ce cas-là, mais à la sustenance, the sustainable effet, la sustenance de cette intégration. Effectivement, il faut que ce soit durable et maintenu. De toutes les manières, les projets, les petits, moyens et grands projets sont au cœur des priorités de l'État, au cœur de cette métamorphose, au cœur de cette inclusion financière entre l'économie informelle et l'économie formelle, entre la mise en exergue de l'inclusion financière, entre la mise en exergue de la digitalisation, de la transformation numérique et de l'accès au financement des personnes les moins privilégiées. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Agence de développement des petits et moyens projets a confirmé qu'au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2021, a injecté 32,3 milliards de livres comme financement. L'organisation a déclaré que 1,4 million de petits et micro-projets avaient été financés, offrant plus de 2 millions d'opportunités d'emploi, notant qu'elle avait injecté 2,5 milliards de livres de financement pour mettre en œuvre des projets d'infrastructure et de développement communautaire, ce qui a fourni environ 30,5 millions d'emplois quotidiens en faveur des travailleurs irréguliers dans tous les secteurs. L'agence a ajouté que les gouvernorats de Haute-Égypte ont reçu 44% du financement total disponible pour les petits et micro-entreprises. Le volume de financement accordé au secteur des petites, moyennes et micro-entreprises a connu une hausse au cours de la période de juillet 2014 à mai 2021. L'Agence de développement des petites, moyennes et micro-entreprises a injecté des prêts aux petites et micro-entreprises équivalent à 5 fois les taux atteints chaque année avant l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir.
nous avons des plans futurs concernant le plan 2030, concernant le plan 2063 pour toute l'Afrique, car on commence à réfléchir non pas en termes locaux très restreints, mais plutôt régionaux. Tout le monde a bien compris qu'il fallait se tendre la main et profiter des moyens et des opportunités de toute la région et de manière à avoir un monde plus cohérent. Docteur Maï El Botran, quand on parle de vision de l'avenir, on pense de réflexion de l'avenir. Comment peut-on appliquer ça réellement sur notre vision, la mise en exergue de notre vision 2030, 2063? Alors, pour l'avenir, 2030, c'est l'avenir. 2063 ou 2050, c'est l'avenir. Je crois que maintenant, c'est plus que je crois, je sais que maintenant l'État égyptien, il fait partir de l'avenir comme une partie intégrale de tous ses plans d'aujourd'hui. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y a des plans que l'État met pour un jour seulement ou pour une année seulement. C'est toujours le plan, ils ont un impact d'avenir intégré dans ces plans. Quand on parle dans la transformation numérique, c'est pas aujourd'hui seulement. C'est pas l'examen de Sanawiya Amma, c'est pas l'intégration des paysans ou la carte de paysans. C'est une intégration totale de l'économie égyptienne et l'institution gouvernementale différente, des services gouvernementaux pour créer un avenir qui a des services, des mieux services, mais aussi un avenir qui crée des opportunités économiques pour les compagnies égyptiennes et étrangères, comme vous avez dit, pour aider l'Égypte à faire ses projets. Alors c'est aussi une opportunité économique de growth, de grandir, de croissance. Oui. Merci. Alors ça c'est une partie. Une autre partie aussi qui est très très importante, par exemple quand on parle des nouvelles villes. J'étais très fière comme Égyptienne quand j'ai vu le poste du président américain quand il a réussi dans les élections. Il a fait le plan, le job plan, l'American Job Plan. Et il a mis cette post sur son Instagram. Je vois l'Instagram pour les nouvelles chaque jour. Et c'était l'American Job Plan, le plan de travail américain. Et il comprise 3 parties. L'infrastructure des rues et des bridges et des ponts, l'électricité et la rénovation des buildings gouvernementaux, des bâtiments gouvernementaux. Alors j'ai dit maintenant ça c'est le président américain qui parle dans le plan américain pour les 4 ans qui ont commencé à février. Et ça, c'était un plan égyptien qui a commencé 4 ans plus tôt. Ce n'est pas 4 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Mais comme égyptienne, j'étais très fière que le plan économique égyptien, qui a commencé il y a 7 ans maintenant, il a fait l'infrastructure pour les rues, pas seulement les bâtiments, mais pour les rues et les villes, et des nouvelles villes égyptiennes. Tu sais qu'il y a 23 nouvelles villes dans l'Égypte. Et ça, ils ont un impact économique, un impact quick impact, un impact rapide sur l'économie, un impact moyen et long sur l'économie. Le rapide, que tous les gens qui travaillent, l'informel, qui sont qui travaillent, qui font toutes les choses dans les bâtiments, et les ingénieurs, tout de la début de la pyramide de métiers jusqu'au tout au bout pour les ingénieurs. Alors tout ça, tout l'argent, il y a une très grande partie de l'argent qui est dépensé dans les rues et les villes qui va au travail des mains des gens qui travaillent. Et tous ces gens-là, ils viennent d'autres pays, d'autres parties de l'Égypte. Alors l'argent, ça bouge de, par exemple, Nouvelle Alamein vers Asiout, vers Ménia, vers Bani Souif, vers Giza. Alors ça, c'est l'argent
avec laquelle on achète les produits pour la maison. Alors c'est un mouvement comment dire, c'est un mouvement de l'économie intérieure dans les villes égyptiennes, même si elle vient des très grands projets égyptiens. Alors ça donne la vie, élan, ça donne la vie à l'économie égyptienne et ça donne la vie à l'économie, à la formation d'une économie robuste, puissante, qui a un œil à l'avenir. Ma dernière question va porter sur les compétences à renforcer, à bâtir. L'être humain, l'être égyptien, le potentiel humain. Il faut dire, quand on parle de start-up, tout d'abord c'est un talent, mais aussi il y a une formation et il y a des moyens. Bien sûr. Comment canaliser le potentiel des jeunes? Comment, je ne vais pas dire les pousser ou les forcer, mais comment les encourager, les rassurer? Parce que vous savez, ça fait peur quand même quand on commence un nouveau projet, un start-up. Il y a deux choses. Vous avez fini votre question par dire la peur. La plus importante chose qu'on doit leur donner n'est pas peur. Voilà. Alors, la culture de failure, la culture de l'échec, c'est pas un échec, c'est un choix, c'est une expérience, mais c'est pas un échec. Alors, n'aie pas peur, c'est pas un échec, c'est une expérience. Ça, c'est la première chose. Et puis, je vais aller à un autre point. Il y a des caractéristiques générales qui sont très importantes d'enseigner et de donner dans les écoles différentes d'Égypte, de donner comme pays, comme community. Et ça, ce sont les caractéristiques de travailler ensemble, travailler en groupe. Parce que quand j'ai mon projet, je ne peux pas dire que c'est jamais seul, mais la plupart du temps, j'ai besoin d'une ou deux, trois personnes avec moi. Alors, les caractéristiques de travailler en groupe, caractéristiques de penser d'une façon différente, d'avoir le courage, aussi une autre fois le courage, de correcter des situations que je vois. Et ça, c'est très important. Et on doit avoir le patriotisme. C'est un très important caractéristique pour les entrepreneurships. Parce que si j'ai le patriotisme de famille et de ma ville et de mon pays, alors je veux correcter ce qui n'est pas juste. Et pour correcter, j'ai une idée, et l'idée, ça peut être une idée économique. Alors ça, c'est la volonté de faire quelque chose, d'aider autres gens, de correcter un problème, c'est très important. Et puis finalement, il y a les caractéristiques économiques, les caractéristiques de finance, les caractéristiques d'accounting, les caractéristiques de general business, les caractéristiques de business planning. Et puis, il y a finalement les caractéristiques numériques et technologiques. Très bien. Docteur Maëlle Botron, vous êtes experte en stratégie de l'avenir. Je vous remercie infiniment pour avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, façonnons l'avenir et donnons beaucoup d'importance à cette fusion économique entre l'économie informelle qui constitue un élément très important de notre développement, de notre PIB et l'économie formelle. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.